Voilà. Bonsoir, chers amis. Merci d'être là à la Commission des Affaires européennes parce que l'urgence de l'actualité est telle qu'en ce moment, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je ne voudrais pas commencer cette séance sans vous présenter, bien entendu, mes vœux pour 2013, de bonheur, de santé pour tous. Je ne donne pas tout à fait l'exemple aujourd'hui, mais ça reviendra. Et de prospérité dans tous les projets, en particulier nos projets partagés et notre travail par rapport à l'Union européenne. J'en profite pour vous dire que je serai ravie de vous accueillir ici le 30 janvier à 12h30 pour que nous fassions ensemble, les services et les parlementaires, une petite cérémonie des vœux. Je suis désolée que ce soit aussi tard, mais c'est la seule date à peu près cohérente pour tout le monde qui a été trouvée. Mais le 30 janvier, ce n'est pas encore trop tard. Hein. Voilà. Donc, cela étant dit, ce sont les derniers, donc je pense qu'ils seront d'autant plus appréciés. Je voudrais vous signaler que demain, c'est à 16h15 que commence notre commission, avec l'audition du commissaire européen en charge du commerce. Donc faites bien attention à ça. Et puis, n'oubliez pas non plus, jeudi, qu'il y a un moment solennel avec la Croatie et ce que nous allons dire en plénière par rapport à l'entrée de la Croatie dans l'Union européenne. Ça, c'était pour vous rappeler ce qui va se passer demain et après-demain. Mais bien entendu, nous allons commencer tout de suite par deux rapports de communication extrêmement importantes. Et je remercie Gilles Savary de sa galanterie qui permet à Seba Dagoma et à Marie-Louise Faure de nous présenter d'abord l'instrument de réciprocité en matière de marché public. Donc, mesdames, sans coup férir, je vous passe la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, chers collègues, cette communication a pour objet d'examiner le projet de règlement instaurant le principe de réciprocité dans les marchés publics au sein de l'Union européenne, comme la Présidente vient de l'annoncer. Elle se situe naturellement dans le cadre du rapport que nous rapportons avec Marie-Louise Faure sur le juste échange au plan international. Et cette notion de juste échange, en fait, qui est une notion très française, elle recouvre en effet tout à la fois des concepts de loyauté, de symétrie, de réciprocité dans les relations entre partenaires commerciaux. Depuis quelques années, le concept de réciprocité dans les relations commerciales émerge au sein des institutions européennes. Et la bataille idéologique autour de l'adoption de ce principe n'était pas gagnée d'avance dans une Europe très empreinte de libéralisme, dont l'ancien commissaire au commerce extérieur Peter Mandelson était un actif défenseur. Face à la montée de la puissance économique des grands pays émergents, l'exigence de réciprocité s'est toutefois peu à peu imposée, d'autant que la crise économique que connaît l'Europe peut trouver une partie de ses solutions dans les marchés extérieurs. C'est ainsi que le Conseil européen du 16 septembre 2010 décidé de se doter d'une stratégie commerciale avec les partenaires stratégiques de l'Europe basée sur la réciprocité, en considérant, je cite, que l'Europe devrait défendre ses intérêts et ses valeurs dans un esprit de réciprocité et de bénéfices mutuels. Le Parlement européen, dans son initiative « Une politique industrielle à l'ère de la mondialisation », adoptée le 28 octobre 2010, s'est également prononcé en faveur de la réciprocité. Puis, dans une communication du 9 novembre 2010 sur la stratégie commerciale européenne, la Commission européenne mentionnait expressément la réciprocité et le refus de toute naïveté de l'Europe. Plus récemment, dans le même esprit, le rapport de Louis Gallois sur le pacte pour la compétitivité de l'industrie française fait valoir que l'ambition industrielle doit s'appuyer sur une politique commerciale extérieure basée sur une ouverture équitable. La réciprocité est une condition de cette ouverture équitable. Elle concerne en premier lieu les marchés publics. Tout d'abord, je voudrais rappeler quelques éléments de contexte. Ce projet s'inscrit dans un contexte général de crise économique et d'atonie de la croissance européenne que chacun connaît. Il relève aussi de la logique de la politique commerciale définie par la Commission européenne, puisqu'un commerce extérieur dynamique constitue un moteur puissant pouvant contribuer à ce que l'économie européenne retrouve des marges de croissance. Et l'introuvable accord sur les négociations multilatérales du cycle Doha, à l'OMS, a par ailleurs amené l'Union européenne à s'engager sur la voie de la négociation d'accords bilatéraux de libre-échange. Ainsi, après la signature de l'accord avec la Corée, les négociations avec le Canada sont très avancées. Des négociations vont s'engager avec les États-Unis et le Japon. Et ces accords de libre-échange
qui sont dits de deuxième génération, puisqu'il ne s'agit plus de négocier principalement sur des droits de douane, mais sur des sujets plus complexes comme les investissements, les normes ou les marchés publics. Et la réciprocité est au cœur, finalement, du système commercial international. L'article 28 du GATT dispose que les États membres s'efforcent de maintenir un niveau général de concessions réciproques et mutuellement avantageuses. L'accord plurilatéral sur les marchés publics de 1994 s'appuie pleinement sur ce principe. Or, les États européens sont profondément divisés sur ce principe, sur ce concept de réciprocité. Certains, comme la Grande-Bretagne, sont idéologiquement contre, une notion qu'ils estiment constituer un signal protectionniste négatif à l'égard des partenaires commerciaux de l'Europe. D'autres, dont la balance extérieure est positive, comme l'Allemagne, dont l'excédent commercial a été de 142 milliards d'euros pour la période de janvier à septembre 2013, craignent des représailles. Malgré cela, le Conseil du 23 octobre 2011, en conformité avec sa position du 16 septembre 2010 que j'ai évoquée précédemment, a demandé à la Commission européenne de présenter une proposition d'instrument de l'Union européenne visant à ouvrir les marchés publics en précisant que l'Europe continuera à favoriser des échanges commerciaux libres, équitables et ouverts, tout en défendant avec force ses intérêts dans un esprit de réciprocité et des bénéfices mutuels. Et tel est l'objet de la proposition largement portée par M. Barnier et puis par Karel de Gucht, qu'on va accueillir demain, avant de recevoir le soutien actif du président Barroso. Et cette proposition s'inscrit par ailleurs dans un ensemble de propositions visant à moderniser la commande publique dans l'Union européenne qui devront faire l'objet d'une attention particulière de notre Commission. Quelques mots maintenant sur la visibilité juridique de l'instrument de réciprocité et l'enjeu économique des marchés publics. Faute d'instruments concrets, le principe de réciprocité n'est souvent qu'un vœu pieux. Les marchés publics constituent un support juridique tangible de ce principe, et l'Europe pourra ainsi discuter avec ses partenaires de la réciprocité sur des pratiques effectives. Ce texte touche un enjeu essentiel. Je vous rappelle que les achats publics constituent une part importante du commerce international, en fait de l'ordre de 1 000 milliards d'euros par an. Ils représentent entre 15 et 20% du PIB, et s'agissant de l'Union européenne, ils sont estimés à 19%. Or, plus de la moitié des marchés publics seraient actuellement fermés à la concurrence du fait de diverses mesures protectionnistes. Seulement 10 milliards d'euros d'exportation en provenance de l'Union européenne trouvent un débouché sur les marchés publics mondiaux. Et la perte d'opportunités commerciales pour l'Europe peut être évaluée à 12 milliards d'euros. Donc, les marchés publics touchent en effet donc des secteurs dans lesquels l'Union européenne, et plus particulièrement la France, a un avantage de compétitivité. Je pense à la construction, au transport public, à la production d'électricité, aux appareils médicaux ou encore aux produits pharmaceutiques. Il faut donc s'interroger sur l'asymétrie dans l'ouverture des marchés publics entre l'Union européenne et ses partenaires commerciaux. Le cadre juridique applicable aux marchés publics est actuellement lacunaire. Il ne fait l'objet d'une réglementation internationale au sein de l'OMC. Et donc je vous rappelais précédemment que le seul texte, c'est l'accord plurilatéral sur les marchés publics et par l'AMP conclu en 1994. Et sur les 156 membres de l'OMC, seuls 41 en fait y sont parties prenantes. En application de cet accord plurilatéral, l'Europe garantit aux autres signataires la réciprocité, c'est-à-dire un traitement équivalent à celui accordé au niveau national aux produits, services et fournisseurs étrangers. Par ailleurs, comme vous le savez, l'Union européenne est liée par ces accords de libre-échange qui comprennent des chapitres d'ouverture réciproque des marchés publics sur une base bilatérale. C'est le cas des accords avec la Corée, la Colombie ou encore le Pérou. Pour autant, le périmètre de ces engagements internationaux n'a jamais été transposé au niveau communautaire. Ainsi, des entreprises, des grands émergents ou autres ne faisant pas partie de l'AMP, l'accord plurilatéral sur les marchés publics, peuvent soumissionner à des appels d'offres sur les marchés européens. La seule différence est que cette ouverture est une ouverture de facto, qui ne leur est pas garantie juridiquement, à la différence des membres de l'AMP. Il en résulte que, dans les faits, les marchés européens sont largement ouverts à la concurrence, entre 85 et 90%, pour un montant évalué à 352 milliards d'euros. Deux affaires sont particulièrement emblématiques de cette ouverture. Je citerai la première qui date de 2006, l'entreprise Bombardier, opérateur canadien, qui a remporté un contrat de 4 milliards d'euros
pour la rénovation du réseau transilien au détriment de l'entreprise Alstom. Et cette dernière entreprise avait en effet été empêchée de soumissionner pour la rénovation des métros canadiens. En fait, le Canada a inséré dans les notes générales de l'AMP des dérogations excluant certains secteurs du champ d'application de l'accord, dont le transport urbain. Un autre exemple est particulièrement éloquent, c'est celui pour la construction de l'autoroute entre Varsovie et Lodz en Pologne. La société chinoise Covec a devancé 2 grandes sociétés européennes de bâtiments et travaux publics car elle proposait des prix 2 fois inférieurs au budget prévu. Donc, ce souci d'ouverture de l'Union européenne, je vous l'ai dit précédemment, est loin d'être partagé par les partenaires commerciaux. Cela tient largement aux spécificités de ce type de marché financé sur fonds publics et sur lesquels les autorités publiques ont un large pouvoir discrétionnaire. De plus, si les règles de passation de ces marchés sont encadrées dans les pays de l'OCDE, elles sont beaucoup plus floues dans nombre d'États s'agissant des modalités destinées à assurer la publicité, la transparence ou la non-discrimination. En principe, les États parties de l'accord plurilatéral sur les marchés publics se sont donc engagés à ouvrir mutuellement leurs marchés. Mais force est de constater qu'ils font souvent preuve, en fait, sont maintenues des restrictions horizontales par secteur et les pays font un large usage de ces facultés. En conséquence, je vous disais que les marchés publics au sein de l'Union européenne sont ouverts à 85 et 90%, alors même que dans le même temps, les États-Unis ouvrent leur marché à hauteur de 32%, les Japonais à hauteur de 28%, les Canadiens à hauteur de 16%, voilà. Donc vous voyez bien la différence. Aux États-Unis, j'ajoute que le Buy American Act institue un système général de préférence nationale qui se traduit par l'application des mesures discriminatoires aux commandes publiques. Le Japon fait une interprétation restrictive de ses engagements au titre de l'AMP, ce qui lui permet de bloquer l'accès à certains secteurs stratégiques, tels que le marché ferroviaire, les marchés de la construction, les marchés publics locaux. Et les marchés des pays émergents, pire encore, puisqu'ils sont quant à eux quasiment inaccessibles. Le cas de la Chine est particulièrement emblématique et il a suscité, il a créé beaucoup d'encre, en fait, beaucoup de discussions sur ce sujet, puisque la Chine pratique une politique Buy Chinese, réservant, sauf exception, aux seuls soumissionnaires chinois, la participation aux appels d'offres. Il s'agit d'un principe inverse à celui de l'Europe, puisque le marché chinois est en principe fermé, avec des ouvertures potentielles quand le bien ou le service ne peut être obtenu ou dans des conditions commerciales acceptables. Encore, cela se fait dans des conditions discriminatoires comme l'obligation d'entreprises communes, donc des joint ventures, ou de transfert forcé de technologie. Cette forte asymétrie existe également en Inde. Alors que les entreprises indiennes ont un accès relativement facile au marché public européen, l'Inde pratique le patriotisme économique et s'oppose à l'arrivée d'opérateurs économiques étrangers. Si les Européens ont la possibilité d'intervenir, cela se fait de façon ponctuelle et pour le gouvernement central. En pratique, vous l'aurez compris, ces différents pays n'ont aucun intérêt à ouvrir leur marché public puisque ceux de l'Europe sont largement ouverts. La crise économique a largement accentué le recours à ces mesures discriminatoires dans le cadre des différents plans de relance. Et donc le dispositif proposé aujourd'hui permettra de remédier au déséquilibre dans les conditions de concurrence et donnera à l'Union européenne des marges de manœuvre en matière commerciale, puisqu'il va rétablir la réciprocité. Donc, je vais maintenant laisser Marie-Louise continuer et vous présenter concrètement en fait, les piliers sur lesquels repose en fait, ce règlement. Merci Séba. Avant de vous présenter ce dispositif, je voudrais simplement dire qu'on est dans une forme de continuité, puisque depuis quelques années déjà, ce principe est porté par la France. Et on ne peut pas parler, on en a déjà évoqué avec Séba, de clivage politique réel, puisque depuis 2010 qu'il est commissaire européen au marché intérieur, Michel Barnier a été très actif pour promouvoir cette notion au sein des institutions européennes et il a ainsi contribué à convaincre le commissaire au commerce extérieur de Gucht de son bien fondé. Michel Barnier, je voudrais vous donner une de ses citations, disait « Si nous sommes repliés derrière nos frontières, nous sommes chacun et tous foutus. Il ne s'agit pas de fermer nos marchés ou de se replier. Il y a des millions d'emplois en France qui dépendent de l'exportation. Il s'agit d'obtenir que les autres ouvrent réciproquement leurs marchés. » Et de la même façon, sous le mandat précédent, Madame Lagarde avait plaidé pour plus de fermeté, je la cite, et de réciprocité en matière commerciale au bénéfice de l'Union européenne dans
dans un communiqué de presse du 29 novembre 2010. Et puis, je voudrais quand même aussi citer une tribune dans Le Monde du 9 février 2011, une tribune commune de ministres de 5 pays membres de l'Union européenne, les Français, l'anglais, le français, pas l'anglais, bien entendu, français, l'allemand, ça aurait été étonnant, le polonais, l'espagnol et l'italien, et ils demandaient une meilleure réciprocité entre l'Union européenne et ses partenaires commerciaux. Le Parlement français n'est pas demeuré en reste et, à l'instar de ce que vient de dire Seba à l'instant, je me permets de rappeler que notre commission des affaires européennes, dans un excellent rapport, n'est-ce pas Jérôme, sur les relations entre l'Union européenne et la Chine, puisque nous avons travaillé conjointement sur ce sujet, Jérôme, si tu me le permets, on appelait ensemble la Commission européenne à prendre une initiative sur les marchés publics afin de clarifier les règles européennes permettant d'encadrer les offres anormalement basses et l'utilisation d'aides d'État et de définir le traitement des entreprises n'ayant pas souscrit à l'accord plurilatéral sur les marchés publics et d'introduire une clause de réciprocité prévoyant que l'Union européenne n'ouvre ses marchés que si le pays tiers accorde un accès comparable et effectif à ces marchés publics. Donc on continue, tous ces éléments montrent que ce dispositif s'inscrit dans la continuité de la vision défendue par la France. Alors, ce dispositif proposé aujourd'hui permettra, je l'espère, de remédier au déséquilibre dans les conditions de concurrence et donnera à l'Union européenne des marges de manœuvre en matière commerciale. Alors, le projet de règlement consiste en une redéfinition du périmètre d'ouverture des engagements plurilatéraux et bilatéraux de l'Europe. Pour les entreprises d'un pays dont les marchés publics sont fermés, l'ouverture des marchés publics européens sera conditionnelle. Et ce dispositif s'appuie sur 2 piliers. Le premier pilier, compris dans les articles 5 et 6 de la proposition, est décentralisé et applicable par les États membres. Pour les marchés publics d'un montant supérieur à un seuil de 5 millions d'euros, l'État ou toute autre entité publique pourra exclure des sociétés non européennes en provenance d'un pays dont les marchés restent fermés aux Européens. Et l'État concerné devra introduire une demande auprès de la Commission qui décidera de son fondement. Alors, la procédure est très encadrée. Le pouvoir adjudicateur doit avoir averti les soumissionnaires de la menace d'exclusion et doit la notifier à la Commission au moment de la réception des offres. Et la Commission européenne doit donner son accord dans un délai de 2 mois, soit sur la base d'un accord international prévoyant les réserves explicites formulées par l'Union pour l'accès à ces marchés, soit en l'absence d'un tel accord sur la constatation de mesures entraînant un manque de réciprocité substantielle. Et cette situation sera présumée lorsque les mesures restrictives se traduisent par des discriminations graves et persistantes à l'égard des opérateurs économiques de l'Union. Le deuxième pilier, qui est compris dans les articles 8 et 9 de la proposition, est centralisé au sein de la Commission européenne par autosaisine à la demande d'un État membre ou des parties intéressées, c'est-à-dire des entreprises. La Commission dispose d'un pouvoir d'enquête dès lors qu'elle estime une telle action va dans le sens des intérêts de l'Union. Si la Commission constate après cette enquête qu'un partenaire commercial empêche les entreprises européennes à répondre à des appels d'offres, elle entamera des négociations avec le gouvernement concerné pour y remédier. Si l'État concerné refuse la concertation ou si 15 mois après celle-ci ne donne pas de résultat satisfaisant, la Commission prendra des mesures restrictives à l'égard des entreprises originaires du pays qui ne pourront plus répondre aux appels d'offres au sein de l'Union. Et les critères de réciprocité substantielle seront les mêmes que dans le cadre du premier pilier. Alors, en outre, le projet renforce la surveillance des offres anormalement basses et fait obligation aux entités adjudicatrices de notifier aux soumissionnaires leur intention d'accepter une offre anormalement basse issue d'un pays fermé. Alors, ce projet de règlement constitue une proposition de base acceptable. Il faut souligner que la portée de ce dispositif entre les mains de la Commission européenne dépendra toutefois de la volonté politique de celle-ci et donc des États membres à le mettre en œuvre. Et par ailleurs, des améliorations devront être apportées afin de garantir une application effective du principe de réciprocité. Ainsi, 2 aspects devront faire l'objet d'un examen attentif.
Le premier aspect, ce sont les délais de mise en œuvre. Les phases de consultation et d'enquête menées par la Commission ne doivent pas ajouter de délais inutiles. Pardon. Le deuxième aspect, ce sont les mécanismes relatifs aux offres anormalement basses qui devraient être plus opérationnels afin de contribuer à établir des règles plus équitables s'agissant des règles sociales et environnementales et des règles liées aux aides d'État. En effet, les marchés publics sont une commande publique qui n'est pas seulement soumise aux critères de prix. Alors, ce projet de règlement permettra à la Commission européenne de se ménager des marges de manœuvre en matière de politique commerciale. Elle disposera d'un levier permettant de faire pression sur ses partenaires dont les marchés publics sont fermés, et cela pourra les inciter à rejoindre l'accord plurilatéral, comme dans le cas de la Chine, dont les offres ont été pour le moment jugées insuffisantes pour être partie à cet accord. Par ailleurs, dans le cadre des accords bilatéraux en cours de négociation, les marchés publics feront partie de l'équilibre global de la négociation. En effet, l'Union européenne n'a pas intégré d'emblée un volet marché public dans le cadre de ses rapprochements commerciaux bilatéraux. Ainsi, dans les négociations du projet d'accord avec le Canada, l'Union européenne avait souhaité qu'une des conditions de l'accord soit un accès réciproque au marché public canadien, dans la mesure où, dans le cadre de l'AMP, le Canada a exclu une grande partie des marchés publics dans les provinces. Alors, dans la perspective de l'ouverture de négociations avec les États-Unis et le Japon, cet instrument est indispensable. Et puis, ce texte permettra en outre de clarifier le cadre européen, dans la mesure où certains États membres, comme l'Espagne, l'Autriche, la Hongrie, l'Italie et le Royaume-Uni, ont pris des mesures de protection contre les soumissionnaires des pays tiers. Les incertitudes juridiques quant à la compatibilité de ces mesures nationales avec les engagements de l'Union créent un risque de fragmentation du marché intérieur, comme l'a mentionné le commissaire Barnier lors d'une conférence de presse le 21 mars 2012. Il est nécessaire d'avoir un cadre uniforme qui évite les distorsions intracommunautaires. Alors, il faut préciser que ce dispositif n'est en aucun cas protectionniste. La question est actuellement largement débattue. 10 États le soutiennent. La France, l'Italie, la Pologne, la Hongrie, la Roumanie, la Slovaquie, le Portugal, la Bulgarie, Lituanie, la Grèce. Ce ne sont pas les États les plus importants, mais quand même. Et 15 États membres, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, s'opposent à ce projet, le jugeant protectionniste et craignant une perte de crédibilité de l'Union européenne dans sa lutte contre l'établissement de nouvelles mesures protectionnistes. Alors l'Allemagne redoute notamment des mesures de représailles, on l'évoquait à l'instant, et notamment dans ses échanges avec la Chine. Le principe d'ouverture de l'Union européenne est clairement affirmé et sera inscrit dans le droit européen. Il s'agit de créer un outil au service de la politique commerciale pour convaincre les pays fermés d'ouvrir leurs marchés publics. Et cette initiative n'est pas comparable aux clauses Buy American ou Buy Chinese, qui sont des clauses unilatérales et visent à la fermeture de secteurs à la concurrence internationale. La Commission a la maîtrise du dispositif et les sanctions ne seront pas automatiques. Ceci devrait être de nature à rassurer les États frileux quant au principe de réciprocité. Alors, dans la mesure où les États membres sont divisés, l'adoption du projet s'annonce difficile. Le rôle du Parlement européen sera donc majeur et dans le cadre de ses compétences en matière commerciale inscrites dans le traité de Lisbonne. La commission du commerce extérieur, chargée de l'examen du texte à titre principal, devrait être sensible au renforcement de la position de négociation que permettra ce texte. Il est donc important que notre Commission européenne manifeste son entier soutien à l'initiative de la Commission et nous vous proposons d'adopter la proposition de résolution européenne suivante. Je ne vous la lis pas parce que je pense que vous l'avez eue, à moins que vous ne souhaitiez que ma jolie voix éraillée continue. Et il faudra néanmoins que notre commission veille. C'est vraiment toi le plus désagréable quand même. Veille à la cohérence de l'ensemble des textes sur la passation des marchés publics et que soit conservée la mention de la réciprocité. C'est temps que ça arrive. Oui, juste
Peut-être un dernier mot pour compléter, c'est que dans le cadre de cette communication, nous avons rencontré un certain nombre de personnes, puisqu'on a fait un certain nombre d'auditions, et nous avons rencontré Nicole Bricq. Et Nicole Bricq est très mobilisée en fait sur le sujet. Elle a entamé une tournée des capitales européennes où justement elle a rencontré un certain nombre de ministres. Et donc vraiment cette résolution lui permettra d'appuyer la position française. Merci à toutes les deux de ce rapport extrêmement précis et exhaustif et de ces propositions que je soutiens tout à fait. Merci à Pascal de vous avoir accompagné dans cette première étape. Je crois qu'il y a une question de Christophe Carèche et moi j'en ai une toute petite aussi. Ah, alors Bernard de Flessel et Gilles Savary, d'accord. D'accord. Donc Christophe Carèche. Non, je ne veux pas prendre trop de temps. Je voulais simplement, pour la petite histoire, rappeler l'histoire de Bombardier. En 1976, Alstom gagne le marché du métro de Montréal à une condition, c'est qu'il intègre un fabricant local dans la réalisation du métro. Donc Alstom cherche au Québec, puisqu'il s'agit du Québec, un constructeur pouvant faire l'affaire, si j'ose dire, enfin pouvant assumer cette fonction. Et il tombe sur un fabricant de skidoo, de motoneige, qui s'appelle Bombardier. Et donc, ah oui, mais les avions c'est après aussi. Et le métier original de Bombardier, c'est les motoneiges. Et donc, il confie à Bombardier ce travail. Donc, c'est pour dire que c'est en fait Alstom qui a créé Bombardier, quoi. Donc l'histoire est assez savoureuse quand même. Donc Bernard de Flessel. Oui, merci Madame la Présidente. Moi, je voudrais féliciter les deux co-rapporteuses parce que la qualité de leur rapport est intéressante et il est malheureusement, comment dire, je ne voudrais pas avoir une formule qui soit correcte et politiquement correcte, mais la qualité de votre rapport est, je dirais, déconnectée malheureusement de la réalité qui va se passer. C'est ça qui nous inquiète en fait. Parce que le principe de réciprocité, on le connaît bien. C'est un principe dont on débat depuis maintenant de nombreuses années dans l'Union européenne. Et quand je lis vos recommandations, elles me vont tout à fait. En particulier le point 3 et le point 5, approuve les orientations générales de la proposition de la Commission qui prévoit d'exclure, c'est très clair, d'exclure des procédures d'appel d'offres au sein de l'Union européenne les entreprises des pays dont les marchés publics sont fermés aux entreprises européennes. Fermez le banc, tout est dit. Et c'est bien dit. Et estime que le point 5 également estime que cette proposition permet de traduire juridiquement le principe de réciprocité. Donc je crois que tout est dit. La vraie difficulté, c'est quelle est la volonté politique de l'Union européenne. Vous avez bien mis le point sur la difficulté qu'on a en exergue, c'est-à-dire qu'il y a 10 pays, tu l'as dit gentiment en disant, et pas des plus importants, de ceux qui pèsent le plus en Europe, à part nous, qui sont pour, et 15 qui sont farouchement contre. Bon, donc est-ce que vous avez une idée du calendrier? Vers quoi on se décide? Comment vous sentez les choses? Vous qui avez fait des interviews un peu partout, comment vous sentez un peu les choses et comment vous voyez se débloquer le problème? Parce que c'est un problème majeur, je crois. C'est une des vérités qu'on a du mal à porter quand on est européen farouchement convaincu comme nous le sommes. La vraie difficulté, c'est celle-là. Tout le monde baisse les bras ou lève les bras au ciel en disant « mais attendez, vous ouvrez l'Europe aux quatre vents et nous ne sommes pas capables finalement de faire de la réciprocité avec ceux qui viennent chez nous. » Bon. Donc c'est un vrai beau sujet. Mais bon. Merci Gilles Savary. Alors moi, c'est des interrogations. D'abord, je voudrais féliciter les collègues pour la clarté de leur exposé. Puis je trouve que c'est un thème, moi personnellement, que je considère assez nouveau. Parce que pendant les années où je siégeais au Parlement européen, nous étions dans l'ébriété libérale. Il fallait s'ouvrir. Et comme on était la première puissance commerciale du monde, on avait un intérêt à l'ouverture généralisée avec des craintes de rétorsion. Je trouve que c'est intéressant. Mais néanmoins, un des vrais sujets, c'est que je ne sais pas si ça porte sur l'ouverture réelle des marchés ou pas, ou sur l'ouverture factuelle des marchés. Ça, c'est la première chose. Il y a parfois des marchés qui sont réputés ouverts et qui n'entrent pas un concurrent. Pas un concurrent. Je pourrais en citer, par exemple, le marché ferroviaire espagnol. Il n'y a pas un concurrent en Espagne et c'est réputé ouvert. Voilà.
parce qu'il y a des telles façons de faire pour que ça ne soit pas ouvert. À l'inverse, nos marchés de transport public urbain sont réputés ouverts, mais il n'y a pas une entreprise étrangère qui peut y accéder. Il n'y a que les entreprises françaises. Vous aurez noté. Par ailleurs, le marché ferroviaire régional est ouvert en Allemagne, pas en France. Donc comment est-ce qu'on va gérer cette diversité de fait européenne? Qu'est-ce que c'est qu'un marché ouvert européen? Est-ce que c'est parce qu'il y a une réglementation européenne qui l'ouvre, et puis après tant pis s'il est fermé, si elle n'est pas appliquée ou mal appliquée? Voilà, c'est un peu le sujet que je me pose, oui, mais... parce que je pense qu'il est quand même très compliqué. Je vais donner des exemples précis dans un domaine que je connais bien. Vous n'avez pas vu une entreprise étrangère. Notre marché est ouvert, notre marché des transports collectifs urbains. Vous n'avez pas vu un opérateur étranger. Pas un. Je réponds un petit truc. Vous êtes d'accord? Pas un. Et pourtant, c'est ouvert depuis des années. Voilà. Et donc, je veux dire, est-ce qu'il est considéré comme ouvert? Est-ce que le fait qu'il soit formellement ouvert ou pas, ce que je dis là, c'est qu'il n'est même pas ouvert aux Européens. Oui, tout à fait. Même pas ouvert aux Européens. Pour ce qui est de notre trafic ferroviaire régional, il n'est pas ouvert du tout, lui. Hein, voilà, du tout, du tout. Par contre, il est ouvert en Allemagne. Donc, comment on fait des rétorsions? C'est par État? C'est ce que j'appelais tout à l'heure la fragmentation. Oui, non, mais je ne sais pas si vous avez abordé cette question. C'est-à-dire qu'on traite l'Europe comme quelque chose de très homogène, quoi. Mais qui l'est dans certains domaines, mais qui dans d'autres ne l'est pas du tout. Et est-ce que ce point est prévu dans la réglementation européenne ou pas? Voilà. Estelle Grelier. Je voulais féliciter les deux co-rapportrices. D'un mot pour peut-être dire que c'est en effet devenu un peu tarte à la crème. Peut-être à un moment, on ne parlait pas de réciprocité commerciale. Mais moi, j'ai dans l'idée que réciprocité commerciale, ça va avec politique industrielle, ça va avec harmonisation sociale, que ce sont finalement, enfin, on se paye de mots avec ça en se disant que c'est ce qu'il faudrait faire et que c'est l'arlésienne, enfin, en tout cas depuis 4-5 ans, tout tourne autour de ça au plan européen. On ne voit pas bien où sont les compétences des uns et des autres. Et moi, là où je souhaiterais interroger les rapporteurs, c'est de savoir quelle est la réalité. Je sais que vous êtes allé à Bruxelles, vous avez conduit de nombreuses auditions. Quelle est la réalité de la volonté de la Commission derrière tout ça? Parce qu'on sait très bien que l'initiative législative, elle lui appartient. Et puis, peut-être repositionner ça sur un plan plus général, parce qu'on sait qu'une majorité des échanges, importation, exportation compris, sur tous les pays, très large majorité, on le fait à l'échelle intra-européenne. Donc ça n'est pas non plus l'alpha et l'oméga d'un règlement des échanges et peut-être d'une conservation des emplois sur le territoire de l'Union européenne. Et vraiment, moi, ce qui m'intéresse de savoir, c'est quelle volonté derrière ces mots, au-delà du fait que je pense qu'on se donne bonne conscience à pas très cher, c'est est-ce qu'ils en ont envie? C'est la question de ce que vous avez pu en retirer dans vos échanges. Merci. Merci Jérôme Lambert. Et puis moi, j'aurais une petite question complémentaire. Et en écoutant nos deux rapporteurs, j'ai bien sûr retrouvé des préoccupations qui ont déjà fait jour dans nos débats ici, comme l'a rappelé Marie-Louise. C'est vrai que dans le rapport que nous avions fait sur les relations de l'Union européenne avec la Chine, nous avions bien évidemment abordé ces thématiques. Donc moi, je suis ravi que cette proposition de règlement aille dans le bon sens. Néanmoins, Gilles Savary vient à l'instant de soulever un problème, une question qui vous a été posée, en disant qu'est-ce qu'un marché européen ouvert réellement? Mais on peut aussi évidemment se poser la question de manière encore plus cruciale, qu'est-ce qu'un marché ouvert réellement ailleurs? Parce qu'entre la bonne volonté affichée, le texte de loi bien fait, et puis après la réalité commerciale, enfin, je ne veux pas citer un pays en particulier, mais on sait bien que il peut y avoir beaucoup d'autres distorsions en réalité qui dépassent simplement le cadre juridique. Tous les industriels qu'on a pu rencontrer, Marie-Louise et moi, mais dans d'autres rapports aussi, avec Jacques Miard, quand je faisais ce rapport sur la politique industrielle, nous l'ont démontré qu'il y a ce qui est dit et puis il y a ce qui est fait
Alors ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut rien faire et qu'aujourd'hui ça va dans le bon sens, encore une fois. Mais moi je voudrais qu'on soit, et ça contribue le débat qu'on a là aujourd'hui contribue, mais je voudrais qu'on ne soit pas du tout angéliste, qu'on ne fasse pas de l'angélisme. Hein. Voilà, hein, on est en guerre commerciale, n'ayons pas peur des mots, parce qu'il s'agit de compétitivité, et je crois que notre rôle, nous parlementaires, relayant les préoccupations de nos compatriotes qui nous interrogent à ce propos à chaque occasion, je ne dis pas que c'est tous les jours, mais à chaque fois qu'on aborde le sujet, c'est bien ces préoccupations-là qui reviennent, eh bien, je crois qu'il nous faut aller porter une parole très forte, hein, parce que à un moment donné, ça va un petit peu plus encore craquer, quoi. Hein, donc il faut que vis-à-vis de nos partenaires, nous ne fassions pas d'angélisme et que nous sachions imposer les intérêts de la France et de l'Europe à l'étranger, à travers des réglementations très très précises et je dirais suffisamment dures. Voilà. Merci. Alors, pour compléter, je vous rappelle que pratiquement toutes les questions que vous venez de poser, vous pourrez les reposer demain au commissaire concerné. Je pense que ce sera directement un des interlocuteurs qu'il faudra interpeller là-dessus. Au-delà de ça, moi, je voudrais en rajouter une petite par rapport à ce qu'ont dit les collègues. C'est qu'on voit bien, et vous l'avez décrit dans le très bon travail que vous avez fait, qu'on voit que le Conseil est partagé et que tous les États ne sont pas sur le même point de vue, qu'ils ont fait une commande à la Commission qui, tout compte fait aujourd'hui, doit les embêter un peu. Donc il me semble que rien que pour cela, nous avons à soutenir la Commission dans cette affaire et à la soutenir d'autant plus qu'il faut peut-être aussi que du coup le Parlement européen sente que les autres parlementaires sont déjà derrière eux au sens positif du terme dans cette affaire. Donc je crois que adopter votre proposition, ça ne règle pas tout, mais ce n'est pas faire de l'angélisme non plus, c'est dire, regardez, les parlements sont derrière la Commission quand elle avance justement pour faire mieux valoir les droits de l'Europe. Je crois que ça c'est très important. Merci. Bon, à vous donc pour répondre à tout ça. Rapidement, en ce qui concerne la question de notre collègue Savary, c'est ce que je vous disais de la fragmentation des marchés européens. Donc bon, voilà, on peut guère aller au-delà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en ce moment, c'est entre les mains de la Commission. Donc c'est vrai que ce sera intéressant d'écouter demain ce que nous dira notre invité. Mais il faut savoir aussi que la Commission est quand même aussi un reflet de la politique portée par les pays. Donc c'est vrai qu'on n'est pas très majoritaire pour le moment. Enfin, du moins, on n'a pas les gros poids lourds. Donc voilà. Mais je pense aussi qu'avec la crise, et peut-être même depuis qu'on a fait notre rapport, Jérôme, je pense que la prise de conscience quand même évolue. Même si on a peur de rétorsion pour les pays qui ont le plus d'échanges, ça évolue quand même. Donc, bon, pour ce qui concerne les marchés publics, puisque c'est quand même le but de ce texte, de toute façon, l'harmonisation au sein de l'Europe se fera fera l'objet de textes distincts sur les marchés publics. Donc, bon, on peut espérer qu'au moins, on gagnera, peut-être pas la bataille globale, mais au moins, on commencera à voilà, si tu veux compléter. Oui, alors pour répondre sur quelques éléments de calendrier. Le 18 et 19 octobre, le Conseil européen a décidé que la proposition de la Commission sur l'accès au marché public dans les pays tiers devait être examinée rapidement. Il se trouve que au Parlement européen, la commission INTA, en fait, il y a un certain nombre de discussions et le rapporteur, c'est M. Caspary, qui doit remettre son rapport au mois de juin et le texte devrait passer en 2014. Vous avez parlé de tarte à la crème. Moi, je ne pense pas que ce soit la tarte à la crème, parce que je pense aussi, et je l'ai évoqué lors de ma présentation, c'est que pendant longtemps, c'était effectivement les tests de Mendelssohn, le libre-échange, et il n'y avait pas cette question de réciprocité, puisque la première fois où le Conseil européen a pris cette position, c'était en 2010. Et donc, effectivement, il faut convaincre, mais ce que l'on voit, c'est que, comme vous l'avez dit, il n'y a pas d'homogénéité. Et je vais quand même vous citer un texte, parce que je faisais allusion aux représailles dont avait peur l'Allemagne. Pratiquement la moitié de toutes les exportations de l'Union européenne vers la Chine proviennent de l'Allemagne. Et près d'un quart de toutes les importations chinoises sont faites avec l'Allemagne. Et par conséquent, il est clair qu'en fait, même si on dit qu'il y a une compétence commune et que la question commerciale est une compétence commune,
on voit bien que les intérêts sont plus ou moins divergents. Donc, par le biais de cette proposition, je ne promets pas le grand soir, mais je pense qu'effectivement, on va donner beaucoup de force aux parlementaires européens qui vont avoir un rôle majeur à jouer dans cette affaire et ce soutien. C'est pourquoi il faut leur apporter notre soutien plein et entier. Et sur un certain nombre de questions qui ont été posées, notamment par Estelle, sur la question de la politique commerciale, industrielle, effectivement, il n'y a pas de... je ne vais pas le dire parce que je suis filmée, mais effectivement, c'est un vrai sujet, une politique industrielle commune. Et je pense que demain, on va pouvoir poser toutes les questions voilà, à notre interlocuteur. Oui, bien sûr. Peut-être une question. Il faut faire confiance et en tout cas aider nos parlementaires européens. Est-ce qu'il y a exactement les mêmes décalcomanies entre la position de la Commission et les pays et les parlementaires européens? En clair, ce que je veux dire, c'est si tous les Allemands et tous les députés européens des 15 nations qui sont contre, est-ce que au Parlement européen, les parlementaires issus de ces pays-là vont savoir s'affranchir de ces difficultés pour passer la barre et pour essayer de nous suivre? C'est que ce sont quand même des gros poids lourds. C'est indéniable quand on regarde. Donc ça veut dire que le Parlement européen ne nous suivra pas, ne suivra pas la Commission. C'est plus compliqué, ça dépend des pays. C'est pas si simple que ça. Oui, ça sera plus compliqué. Mais sur l'Allemagne, on avait vu le ministre qui était venu. Effectivement, lui disait qu'il était très réservé en fait sur ce point. Alors le rapporteur dont tu parlais à l'instant, Gaspari, il suit, mais il est réservé. Donc je veux dire, il faudra vraiment, je pense, le boostage politique pour que, voilà. Donc c'est pas gagné, c'est vrai, mais enfin, je pense que petit progrès après petit progrès, voilà. Alors, après ces exposés, les questions et les réponses que nous avons eues, je crois que pour suivre nos deux co-rapportrices de la part de notre commission, il n'y a pas de souci. Cette proposition aura vocation à aller aussi en séance plénière. Donc, si vous en êtes d'accord, de façon à ce que le sujet, parce que là aussi il est important, puisse être entendu par l'entièreté de nos collègues. Donc, voilà un petit peu la proposition. Et puis, je rappelle que donc... n'oubliez pas demain de reposer toutes les questions que vous venez de poser au commissaire concerné, puisqu'on l'aura sous la main, si je puis dire. Et donc, merci à vous deux, merci à Pascal. Et on va passer maintenant la parole à Gilles Savary pour parler des transports transeuropéens. Oui, j'ai un peu de scrupule à vous présenter ce rapport que je considère comme étant insuffisamment documenté, parce qu'on aurait dû vous donner au moins la carte, me semble-t-il, qui est proposée par la Commission. Non, mais ça, c'est l'ancienne en plus. Il y en a une nouvelle. Donc, soit on reporte mon exposé, et à ce moment-là, vous aurez la carte, parce qu'il vaut mieux que l'on ait... Il manque là, à ce rapport, il manque deux choses. Il manque les taux de financement, comme ça vous c'est pas rien, et il manque la carte du nouveau réseau. Soit je vous fais une communication d'information, si vous le souhaitez, pour qu'on ouvre le débat sur la question. Non, oui. Alors, Gilles, au vu de ce que tu viens de dire, ce n'est toujours pas ça. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant, effectivement, que nous reportions, puisque c'est ta proposition, et du coup, qu'on prépare non seulement bien la carte, mais qu'on n'ait pas la projeter, c'est-à-dire, du coup, on est en grandeur, non pas réelle, mais en grandeur Parce que la carte est complètement chamboulée. Vous devez savoir, par exemple, que peut-être une petite liaison entre votre aéroport et votre gare sont maintenant finançables, ça ne l'était pas avant. Donc il y a sur la carte de France l'identification de tous les aéroports, de tous les ports qui font partie maintenant de ce qu'on appelle le Core Network, c'est-à-dire le réseau central, et qui est une des propositions phares de la Commission. Avant, c'était simplement des grands réseaux unimodaux, des projets prioritaires. Maintenant, ce sont surtout des nœuds. Et donc, comme ces cartes existent et que on n'a pas réussi à la trouver encore, moi je pense qu'il vaudrait mieux qu'on reporte le rapport. Voilà, que ce soit un petit peu plus clair et un petit peu plus compact comme rapport, oui. Avec notamment et plus illustré. Parce qu'autrement, ça devient très vite technique, on ne s'y retrouve plus. D'accord. Je pense que la proposition de Gilles Savary est une proposition de sagesse,
que nous allons tous nous y tenir et que dans quelques temps, quand il proposera son rapport, ce sera avec une magnifique carte. Moi qui suis fille de fille, petite fille, arrière-petite fille de cheminot, tu penses bien que je veux la voir en grand, la carte. Très bien, parfait. Il ne faut pas oublier les marins non plus. Il n'y a pas que les cheminots qui sont concernés. Et même les aviateurs. Ok. Et voilà. Et je suis les routiers aussi, donc. Et moi, j'ai la double fonction, je suis géographe. Donc, du coup, notre commission va être plus courte que prévu, puisqu'il y a plus de rapport. Je vais quand même vous donner nomination donc, des rapporteurs. Nous avons proposé Chantal Guittet, Michel Piron et Gilles Savary sur la directive relative au détachement des travailleurs dans le cadre d'une prestation de service. C'est un sujet extrêmement important que vous avez déjà eu l'occasion de soulever. Donc que nous en fassions un rapport et un rapport consistant me paraît être extrêmement important, intéressant, et pour le faire valoir aussi justement auprès de nos collègues européens. Et puis Christophe Carèche et Michel Herbillon vont faire un rapport sur la gouvernance économique européenne et l'intégration de la zone euro. Et enfin, Sandrine Doucet va nous faire un rapport plus précis sur le programme Erasmus. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, nous levons la séance pour aujourd'hui. Elle a été brève mais efficace. Nous nous retrouvons demain pour mettre sur le grill le commissaire européen au commerce. Voilà.